Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce lundi 13 avril 2026. Nous sommes tous en pleine forme, frais et ragaillardis par ce week-end printanier et chargé d'une actualité qui va nous permettre d'échanger avec vous de grandes idées. Et bien sûr, vous pourrez appeler, je vais vous en dire un petit mot d'ailleurs là-dessus. Bien sûr, Maude Koffler, programmatrice de l'émission, oui. Bonjour, on ne le dit pas assez. Comment vous donner une idée ? C'est moi qui fais l'omelette, mais c'est elle qui casse les œufs. Vous voyez la complicité que nous avons dans programmatrice qui les choisit, bien sûr. Alors quelquefois, je choisis la taille de l'œuf aussi quelquefois et savoir si c'est un œuf de canne ou de poule. Voilà. Julien Delmas qui malgré les résultats sportifs de ce week-end qui l'ont mis dans tous ses états. Je ne sais pas si les équipes qu'il aime ont gagné, mais je crois que oui, parce qu'il a les radios. Non, mais ne vous inquiétez pas, l'émission sera irréprochable. Il y a Emmanuel Galasso, Saint-Emmanuel Galasso, qui va avoir un rôle encore plus important. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Et puis Elvin qui est là. Je voudrais rappeler que Elvin anime une équipe qui vous permet de relire sur le site de Sud Radio. Toutes les choses qu'on raconte, eh bien, elles sont présentées, j'allais dire en mieux, et quelquefois en bon français. Je vous en dirai un petit peu plus aussi une prochaine fois. J'ai plein de choses à vous dire. Ce que je voulais vous annoncer, chères auditrices et chers auditeurs de Sud Radio, vous savez à quel point nous sommes attachés à votre présence, à votre écoute. Sans vous, nous ne serions rien. En particulier Sud Radio, la radio du Parlons Vrai qui se veut proche des Françaises, des Français, proche de vos réalités, proche de vos occupations. Bien sûr, vous avez la parole. Il y a une émission que Philippe David anime tous les soirs de 19 à 20 euros. Vous avez totalement la parole. Et j'ai demandé à notre insigne direction de pouvoir étendre ce phénomène à la France dans tous ses états. Et pour cause, puisque la France dans tous ses états, c'est celle qui vous met dans des états de joie ou de colère ou d'euphorie, et que vous puissiez intervenir plus souvent, plus régulièrement. L'idée est donc que tous les jours, entre 13h et 14h, nous recevons en général un invité, un auteur, un homme politique, un universitaire, un économiste qui nous raconte sur un délai un petit peu plus long, le temps d'un échange constructif, les raisons de sa motivation, de son analyse, de son ouvrage. Et nous voudrions qu'à partir de 13h30 tous les jours, vous ayez la parole en présence de cet invité pendant les 30 minutes qui terminent cette émission de 13h30 à 14h. Vous pouvez appeler non seulement pour nous parler de l'actualité de l'émission, mais de l'actualité du jour, voir quelque chose que vous avez revu en replay de la veille, sur lequel vous avez envie d'intervenir, parce que vous êtes d'accord, parce que vous n'êtes pas content, parce que vous partagez notre avis, soit de l'actualité du matin dans la matinale ou chez Valérie Expert. Voilà, la parole vous est donnée. Cette émission devient une tribune pour les auditrices et les auditeurs de Sud Radio, et on sera ravis de discuter avec vous. Bien entendu, nous avons besoin de vos avis, nous avons besoin de savoir si nous sommes, j'allais dire, dans le ton de ce que vous attendez d'une radio comme la nôtre. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord. Et Emmanuel Galasso est là, c'est pour ça, vous voyez, que je l'ai bichonné jusqu'à présent. Je savais qu'il allait avoir un rôle très important. C'est lui que vous appelez au 0826 300 300. Retenez ce code, c'est une clé de la liberté d'expression, le 0826 300 300. Il y en a qui mettent liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies. Nous, on met 0826 300 300. Et pour moi, c'est Emmanuel Galasso qui joue le rôle de Marianne. Donc, on vous attend dès aujourd'hui. Mais Julien Delmas, c'est aussi, et Jeanne d'Arc, et puis, Maude Koffler, c'est Jeanne d'Arc. Attention, et puis Julien Delmas, c'est aussi un héros, c'est Jean Jaurès. On va en trouver des comparaisons politiques avec les héros de la République. Voilà. Donc, dès aujourd'hui, dès 13h30, vous pouvez nous appeler, écoutez, vous donnez votre avis, vous commentez l'actualité que vous avez entendue, ou vous donnez un autre avis sur l'information que vous avez reçue. Voilà pour cette annonce à l'attention de nos auditrices et de nos auditeurs qui sont notre raison d'être. Que va-t-on raconter en ce lundi 13 avril, ma chère Maude ? Eh bien, 11 policiers municipaux de Villeneuve-Saint-Georges ont été arrêtés pour actes de violence. Pour l'instant, ils sont juste en quelque sorte ce qu'on appelle un examen. Ça tombe mal parce que la police municipale est remise en cause aujourd'hui par des municipalités de gauche qui contestent leur autorité. Certains veulent les désarmer, considérant qu'elles sont trop répressives. Et là, on a ce petit contretemps, enfin petit ou gros contretemps. Nous en discuterons avec la maire de Villeneuve-Saint-Georges elle-même, Christelle Niam, qui viendra témoigner sur ce plateau. Elle nous dira ce qu'il en est, elle donnera les tenants et les aboutissants de cette affaire qui complique la donne, évidemment, pour le principe de la police municipale.
Nous avons abandonné les chrétiens d'Orient depuis très longtemps. C'est un des sujets de douleur et de crispation entre l'Occident et le Proche-Orient. Oui, nous avions là-bas des chrétiens proches de nous. Nous avons abandonné depuis longtemps, depuis une centaine d'années. Et là, aujourd'hui, avec la tragédie du Liban, ce sont les chrétiens du Liban, les catholiques libanais, les chrétiens du Liban qui sont confrontés à une situation absolument tragique. Le pays est en dislocation. Évidemment qu'eux sont en première ligne et payent toujours la facture plus chère que les autres. On en discutera avec Benjamin Blanchard, qui est le directeur général SOS Chrétiens d'Orient, et nous verrons avec lui à quel point cette tragédie est non seulement épouvantable, mais que nous regardons sans rien faire l'anéantissement progressif de cette communauté chrétienne au Proche-Orient, qui pourtant représente les valeurs, aussi de la liberté, de la tolérance et de l'humanisme. De 13 à 14 heures, on va prendre un tout petit peu de hauteur. C'est pas un débat philosophique. Est-ce que l'humanité préfère croire que savoir? Depuis les débuts, l'homme a toujours hésité entre l'imaginaire et le réel. On va en discuter avec Jean-Jacques Bedu, auteur de l'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance. Est-ce que le métaphysique doit préexister justement à la physique? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, autrefois ça s'appelait de l'ésotérisme, de la mythologie, et aujourd'hui ça s'appelle de la fake news. C'est-à-dire qu'on s'invente, on imagine des situations qui ne relèvent pas de la mythologie, mais d'informations tronquées. Donc on en discutera avec lui et autour de ce livre, l'Odyssée du savoir, publié aux éditions du Cerf. Et puis avec Maude, nous avons quelques perles également qui sont piquantes. Il y a Boualem Sansal qui annonce qu'il va porter plainte, qui va attaquer en justice le président algérien Tebboune. Au moment où le pape est en visite absolument, à Alger, il vient d'arriver. Il a dit qu'il ne renoncerait à rien. Il ne renoncerait à rien, il irait jusqu'au bout. Et puis l'islamisme fait-il de l'entrisme dans les universités? C'est le sujet, en tout cas c'est l'alerte de l'UNI, le syndicat étudiant de droite, mais pas que. Ah tiens, voilà. Et moi je vous parlerai d'un otage au Liban, Benjamin Brière, à qui le fisc... Qu'est-ce que j'ai dit? En Iran. Vous avez dit au Liban. Au Liban, en Iran, à qui le fisc réclame 4 ans de non-paiement de fisc, mais il était en prison. Ah ben oui, mais ça vous interdit pas de faire votre déclaration. Voilà, un grand instant d'administration française. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors mon humeur aujourd'hui, elle porte sur ce report permanent de la taxe d'application contre les PFAS. Alors qu'est-ce que c'est que les PFAS? Ce sont les polluants éternels. Le nom français qui en fait s'écrit SPFA, PFAS c'est l'acronyme en anglais, SPFA, substance perfluorolactylée ou polyfluorolactylée. Eh bien ce sont les polluants éternels. Ce sont des substances extrêmement dangereuses qui provoquent des cancers, des troubles de l'appareil digestif, qui attaquent le foie, qui attaquent le système immunitaire. Donc vraiment des poisons très subtils, très sournois, les polluants éternels. En toute petite dose, ils sont là et ils sont partout dans les produits chimiques, et à force, on s'est rendu compte qu'il y avait une altération très violente de la santé et qu'il était urgent de prendre des mesures. Ces mesures ont été prises à la suite de l'initiative d'un député écologiste, Nicolas Thierry, qui a demandé à ce que l'on impose ces sociétés, qu'on taxe ces sociétés polluantes sur le principe du pollueur-payeur, et la loi a été acceptée, le principe de loi a été accepté le 27 février 2025. On pensait que, comme toute loi qui est mise en place, il y allait avoir un décret d'application, et ce décret d'application n'a cessé d'être reporté par le gouvernement, par l'hôtel Matignon, à tel point que ça a exaspéré non pas une députée écologiste, mais une députée de Horizon, Anne-Cécile Violent, qui a dit, enfin bon, on a voté cette loi, et elle est urgente, il faut l'appliquer. Quand est-ce que le décret d'application sera imprimé, diffusé par le bulletin officiel, le journal officiel, pardon, je vais chercher mes mots. Eh bien, on repousse, ça devait être janvier 2026, finalement rien en janvier 2026, le gouvernement dit ça sera peut-être le 1er mars 2026, Sébastien Lecornu lui-même s'en implique, et on tombe sur le communiqué d'un conseiller de Matignon qui dit halte au feu, cette taxe est une entrave, c'est un problème pour les industries chimiques, repensons-la bien, réunissons encore un conseiller interministériel, c'est-à-dire retardons la procédure, repoussons encore au calendrier grec l'application de cette taxe sur les polluants éternels. Finalement, Anne-Cécile Violent s'est fâchée, le Premier ministre, il a eu peur, et donc il est décidé que cette taxe sur les polluants éternels sera appliquée le 1er septembre 2026.
Pour l'instant, c'est ce qui a été décidé. On imagine, et mon humeur elle est là, sur le poids des lobbies, et ce n'est pas la première fois, les lobbies de l'agro-industrie, les lobbies de la chimie, les lobbies, j'allais dire, des grands trusts financiers. Ce sont des gens qui dînent, qui déjeunent, qui sont des visiteurs du soir le dimanche à l'Élysée, qui rencontrent les membres de nos gouvernements, les membres de la majorité, qui font pression sur Bercy, une espèce de chantage à l'emploi. Et donc, l'Assemblée nationale, le Parlement s'engage à des dispositions parlementaires, de loi, et puis le gouvernement fait en sorte que le fameux décret d'application ne soit pas publié au journal officiel, et ça retarde autant. On avait connu ça, il y a plein d'exemples à vous citer. Le plus flagrant, vous vous souvenez de Brune Poirson, qui était secrétaire d'État à l'agroécologie. En 2019, elle avait mis en place une loi sur les pesticides, et au moment où cette loi elle était votée, elle n'était pas dans l'hémicycle à ce moment-là, il était tard le soir. Gilles Legendre, patron des députés Renaissance, et Madame Pannier-Runacher s'étaient mis d'accord pour reporter de 3 ans cette loi sur les antipesticides. Autre exemple célèbre, le député MoDem du Loiret, Richard Amos, se battait et continue à se battre pour les nitrates et les nitrites dans les jambons, dans les sels nitrités, dans les salaisons, notamment dans le jambon. On sait que ça tue entre 4 et 5 000 personnes par an. Il s'est battu là aussi pour que l'on puisse taxer ces produits pour protéger la santé du consommateur. Et malgré tout, la majorité a réussi à reporter de 2 ans, puis de 3 ans. Je pense que ça sera finalement en 2030, avec l'altercation. Annie Genevard était à l'époque présidente de l'Assemblée nationale, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle a dit, vous n'allez pas, on va pas chauffer pour une histoire de jambon coquillette. Donc le poids des lobbies est quelque chose de terrible. Et là, nous le constatons avec ces polluances éternelles. 1er septembre, j'espère que le Premier ministre tiendra sa parole. Mais c'est quand même inquiétant de savoir qu'en République française, quand le Parlement fait son travail, les lobbies passent derrière et ont plus de poids que la représentation nationale. 11 policiers municipaux de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne arrêtés, placés en garde à vue. C'est un tsunami dans cette commune, un tsunami dans la police municipale. On en parle dans un instant avec Madame le maire, Christelle Niam, qui sera dans notre studio. N'hésitez pas à l'interroger directement, à l'interpeller au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. 11 policiers municipaux de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne ont été placés en garde à vue la semaine dernière pour violences aggravées, vol et dégradation dans le cadre de leur travail. Une enquête rare qui secoue forcément l'ensemble de la police municipale et la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. On en parle avec Madame le maire Christelle Niam dans un petit instant, Perico. Voilà, nous sommes dans le direct. La maire de Villeneuve-Saint-Georges arrive. Elle est à quelques dizaines de mètres de la radio. Effectivement, ce sujet tombe mal pour la police municipale, les polices municipales en général, puisque l'on sait qu'il y a une polémique surgit des nouvelles municipalités de gauche, à Roubaix et à Saint-Denis, où les maires, enfin France Insoumise, certains en tout cas, ça sera plus le cas de Roubaix, mais demandent à ce que la police municipale soit désarmée. Et la France Insoumise en général est hostile au fait que les polices municipales, qui n'est pas la police nationale, on rappelle bien, elle est sous l'autorité du maire, c'est la police de la commune, puissent disposer des mêmes moyens et des mêmes pouvoirs que la police nationale. Donc c'est un enjeu de débat aujourd'hui qui concerne tout le pays. Au moment où il y a une croissance de l'insécurité et que les citoyens ont besoin évidemment de se sentir protégés, il est normal que les polices municipales soient armées. Alors là, on parle pas d'usage des armes, on parle vraiment d'intervention un peu musclée. Là, oui, d'accord, mais enfin, vous savez, le soir, il y a de très belles émissions, on appelle ça la télévision gyrophare, où on a des témoignages de policiers municipaux. D'ailleurs, ça fait le tour de France, ça peut être dans le sud, dans le nord, dans l'est, et on voit le travail de ces policiers municipaux. Je suis désolé, de la pédagogie dont ils font preuve, la patience dont ils font preuve. Ce sont vraiment des policiers de terrain. Ils sont sur la première ligne de front. Ils remplacent les policiers de terrain, il n'y en a plus. Et ils sont en contact, évidemment, il y a des individus qu'ils connaissent mieux que d'autres. Voilà, alors, vous me direz, c'est parce qu'il y a une caméra qu'ils font attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent, mais enfin, on voit bien quand même que leur solution, c'est pas de rentrer tout de suite dans la confrontation, d'essayer d'établir un dialogue, de sermonner les gens, de raisonner les contrevenants. Si la personne est en état de faiblesse, quelquefois, on voit bien qu'il y a non pas une mansuétude, mais on assiste la personne qui vient de faire une bêtise, on l'accompagne, on la raisonne, on essaie de faire qu'elle s'en sorte. Donc, les polices municipales, en général, elles sont plutôt estimées de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Et il y a des communes où elles sont plus motivées, il y a des communes où il y a plus d'autorité, selon les maires, que ce soit à Cannes, que ce soit à Levallois-Perret,
Tout ça pourquoi ? Parce qu'on considère que la police nationale ne dispose pas, non pas qu'elle fait mal son travail, la police nationale ne dispose pas toujours des moyens dont elle a besoin pour appliquer l'ordre. Donc, et on l'a vu à de nombreuses reprises récemment d'ailleurs, et notamment lors des émeutes après l'affaire Naël, et pas que, où on a vu des policiers municipaux tomber dans des guet-apens, et ils n'étaient pas armés dans le sens ni armes ni solution pour contrer ces attaques-là. Ils devaient rebrousser chemin, et c'est un côté assez terrible, humiliant. Hein. Parce que non seulement ils sont sans défense face à des agresseurs qui, eux, font preuve d'une grande violence, mais même surtout le fait de ne pas être armé lorsque vous interpellez ça vous donne moins d'autorité. Ça vous donne moins d'autorité. Le contrevenant, celui qui fait du désordre, le sait. Et d'un moment, combien de fois ne disait pas au policier municipal, mais toi, t'es que dalle, t'as pas de pouvoir, ferme ta gueule, j'ai pas peur de toi. Et en face, ils peuvent être armés aussi, accessoirement. Et en face, ils peuvent être armés. Donc, les policiers municipaux redoublent, j'allais dire, non seulement d'efficacité, d'intelligence, de pédagogie pour s'adapter à une situation contre laquelle ils sont désarmés. Voilà. Donc, on attend une mesure gouvernementale, nationale. Est-ce que l'on donne à la police municipale, soit on laisse le choix aux municipalités de décider de l'armée ou pas, du pouvoir qu'on leur donne. Oui, c'est déjà à peu près le cas, même c'est la préfecture qui a le dernier mot. Soit, dans la mesure où on peut pas corriger les carences de la police nationale, parce que là c'est une décision d'État sur l'histoire de budget, c'est l'histoire d'administration, soit le gouvernement décide une fois pour toutes de donner aux polices municipales, ou en tout cas aux municipalités, la possibilité d'armer, de donner des pouvoirs. On ne va pas jusqu'au pouvoir judiciaire, c'est pas les officiers de pouvoir judiciaire, mais donner aux policiers la possibilité de se défendre. Bon, Perico, Madame le maire est un petit peu en retard. Ce sont les aléas de la circulation parisienne, malheureusement. Donc, on la recevra dans un petit instant, juste après cette courte pause. Restez bien avec nous, parce que vous l'avez compris, c'est un sujet très important, gravissime, vu le phénomène. Parce qu'on rappelle quand même. C'est un sujet très sérieux qui nous touche tous. Que les policiers ont été arrêtés dans leur commissariat pendant leur travail. Donc en plus, il y a ça qui s'ajoute quand même à cette séquence improbable. Ils ont été interpellés dans l'exercice de leur fonction. Absolument. Voilà. On en parle dans un tout petit instant. Vous restez bien avec nous. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Pas les perles, du coup. Pas les perles du jour. Non. Madame le maire. Il y a eu un petit contretemps de transport en commun dans l'agglomération parisienne, qui est un phénomène assez récurrent. Et nous sommes ravis de vous accueillir, Christiane Niard. Et moi d'être ici. Voilà, maire de Villeneuve-Saint-Georges. Vous êtes à cœur, donc j'ai largement déployé le contexte dans lequel survient. On peut parler d'une petite tragédie politique, parce que la police municipale, comme je disais, c'est une institution à laquelle les Françaises et les Français sont très attachés. Et là, je vais vous demander de nous relater les faits. Donc, 11 policiers municipaux de Villeneuve-Saint-Georges ont été interpellés le 8 avril, 7 pour violences aggravées, et vous nous disiez à l'instant hors antenne que le déploiement policier national que vous avez vu pour interpeller vos policiers municipaux, vous aimeriez bien l'avoir de temps en temps pour combattre d'autres phénomènes plus graves. On est bien d'accord. Quand je dis plus grave, je parle carrément quand il y a des morts ou quand il y a, voilà, ça ne dédouane pas ce qui a pu se passer auprès des policiers. Mais quand il y a une urgence vraiment d'ordre public, de sécurité et de mise en danger des citoyens, vous aimeriez bien que la police nationale fasse preuve d'autant d'efficacité qu'elle en a fait preuve là pour interpréter vos agents municipaux. Exactement. Après, c'est forcément ils répondent à des ordres. Donc moi, je me permettrai jamais de fustiger le travail d'un agent de police nationale ou de police municipale, parce que je sais ô combien à la difficulté à laquelle ils sont confrontés au quotidien. Sur le, moi, ce que je peux dire sur la oui. Qu'est-ce qu'il leur est reproché? Alors, qu'on comprenne bien, parce que violence aggravée, sur des violences, violence. J'ai vu dans des notes sur les vols. Enfin bon, moi j'en suis à peu près comme vous sur ce qu'il leur est reproché un peu partout dans la presse, mais c'est surtout sur la notion des violences. Moi, sans rentrer dans le détail de la procédure, parce que déjà d'une part je peux pas, et puis il faut attendre que le mois de septembre arrive, parce que ce que beaucoup de gens oublient dans le déballement désolé du terme, mais de haine anti-flic que je vois, parce que c'est clairement ce que je vois qui se diffuse de manière très même pas cachée sur l'ensemble des réseaux un peu partout. C'est parti de plaintes d'habitants qui ont considéré qu'ils avaient été maltraités. C'est parti de plaintes qui ont été déposées entre janvier, février et mars, pleine période électorale, appuyées par des articles 40 du député du secteur, pour ne pas le citer. Voilà. Donc le député du secteur Louis Boyard appuyé, parce que lui-même le dit, j'ai fait des articles 40 et puis j'en ai eu connaissance, donc il est très fier de dire. Ce qu'on peut dire sur le profil
des personnes qui se plaignent, puisqu'il y a une des affaires qui a été très surmédiatisée, c'est notamment dans un café. On en a plein d'autres où des affaires. Il y a eu des images pour étayer ces accusations. Moi, des images. Est-ce qu'il y a eu des images pour étayer? Vous savez, en général, c'est filmé par un portable. Des images, il y en a. Il y a des plaintes, il y a des témoignages. Et puis, j'espère que la procédure le dira. On a un dispositif que tout le monde oublie, c'est que sur les tasers de police municipale, vous avez aussi des caméras. Et ça n'existe pas en police nationale. Donc, à un moment donné, ça permettra de dire la vérité. À un moment donné sur les faits de ce qui s'est passé. Mais encore une fois, je rentre pas dans la procédure. Moi, je m'arrête vraiment sur la disproportion des moyens. Je veux dire, dans toutes les polices de France ou dans tous les services, je veux dire, c'est au-delà de la police. Vous pouvez avoir des gens qui peuvent avoir des comportements qui débordent. Moi, j'ai confiance en eux, en mes équipes pour être des professionnels. Maintenant, moi, je m'interroge clairement, et c'est ce que vous avez dit en préambule, sur le dispositif qui a été mis en place. Je me suis retrouvé entre 50 et 80 policiers qui sont arrivés sur mon poste. Oui. Une descente. Oui. Exactement. Qui sont arrivés sur mon poste de police. J'ai été un peu tenu à l'écart, à peine informé le jour même. Ils ont été interpellés dans l'exercice de leur fonction, c'est ça? Non, exactement. Et puis sachant que la moitié n'était pas présente, donc il a fallu les rappeler, et ils sont venus très docilement, parce que c'est quand même des agents, ils connaissent les choses, donc ils n'avaient pas l'intention de se soustraire d'une quelconque manière. Donc je m'interroge sur la disproportion, j'avais 6 fourgons, des motards, par véhicule dans lequel on a mis un agent. J'avais 4 agents. On n'aura pas mis davantage pour un criminel, quoi. Mais c'est ce que je disais en amont. Enfin, je veux dire, moi, Villeneuve-Saint-Georges, jusqu'à il y a un an, c'était une ville dans laquelle, et je dis bien avant, parce que moi, je veux qu'on oublie cette image de Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, c'était une ville dans laquelle vous aviez des commerces. Nous étions une ville qui portait les stigmates des gestions de gauche communiste et la France insoumise. Clairement. C'est plus la peine qu'ils aillent faire des laboratoires ailleurs. Chez nous, on avait déjà les conséquences de leur gestion. C'est-à-dire, des points de deal ancrés, du trafic de stupéfiants à la vue et au nez de tout le monde, que personne ne voyait manifestement, des squats avec des chiens, des molosses qui divaguent, à tel point que moi, j'ai un de ces molosses, et puis un de nos trafiquants de drogue notoires, qui s'en est pris à un de mes agents de la voie publique. C'est-à-dire que lui, il va pour nettoyer la voirie, l'autre, il arrive avec son couteau. Ça a été requalifié en tentative de meurtre, et ce point était ancré depuis plus de 5 ans sur le territoire. Et il ne bougeait pas. Donc moi, ce dispositif, j'aurais bien aimé le voir, qu'on ait mandaté à un moment donné pour ce type d'opération et mettre fin à tous ces trafics qui pourrissaient la vie des habitants. En l'espace de 1 an, on a réussi à faire tomber 2 réseaux de trafic dans un parc juste aux abords d'une école, avec un beau partenariat entre notre police municipale et les polices nationales du secteur de la région. Parce bien localement. Vous avez un commissariat. En fait, j'ai la chance. J'ai un commissariat et j'ai aussi la chance d'être dans un dispositif qu'on appelle un dispositif qui a été mis en place par notre ancien ministre de l'Intérieur, un dispositif remarquable qui est le ville de sécurité renforcée. Bruno Retailleau. Qui nous permet effectivement de faire appel à l'ensemble des polices de tout corps qui viennent de l'ensemble du département pour mener des opérations. On n'avait pas un contrôle de commerce. On en a mené 19. Et je peux vous dire que dans mes commerces, dans mes épiceries, on vend pas que des tomates. Bien sûr. Voilà, j'ai pas vu beaucoup de ménagères dans certains. J'ai pas vu beaucoup de ménagères qui font leurs courses à 23h. Donc des endroits où on blanchit l'argent, on peut le présenter. Exactement. Il y en a pas mal, c'est des blanchisseuses, vente de médicaments. Et là, il y a une action policière. Et là, il y a une action policière efficace, coordonnée, qui fonctionne. Vous réclamez. C'est vous qui l'a réclamé, cette action. Exactement. Ouais. On a réclamé la mise en place de ce dispositif. Il est en place et il fonctionne. Alors que, et encore une fois, je le redis, si l'affaire, la justice tranchera au mois de septembre. D'ailleurs, j'appelle de tous mes vœux que ça puisse se faire avant. Pourquoi attendre jusqu'au mois de septembre? Ils sont suspendus, Madame la maire? Non. Eh ben, c'est ça. C'est toute la beauté de la chose. C'est que j'ai 11 agents. Ils sont mis en examen ou pas encore? J'ai 11 agents qui ont été récupérés sur mes 17. Donc, 11 agents, c'est quasiment toute ma police. Oui. C'est toute ma police municipale 17, qui est en carafe. Voilà. Donc j'ai sur les agents qui ont été interpellés, j'en ai 5 qui passeront en jugement en septembre. Donc c'est dire, ils sont tous ressortis. Ils sont mis en examen. Ils sont tous sortis libres, mes agents. Ils sont en capacité d'exercer leur travail, leur fonction. Mais dans des conditions, on imagine. Et j'en ai 5 qui est effectivement, le juge des libertés a pris une très bonne décision pour les protéger, parce que moi, chez moi, et ce qu'on oublie aussi, c'est la mise en danger de mes agents. Parce que quand on a sur les réseaux sociaux leurs photos, leurs images, là où ils habitent, leur nom, leur prénom. Tout ça a été dévoilé. Tout ça
est sur les réseaux en permanence. On acte en France que finalement être un homme ou une femme politique, c'est pas grave, on accepte le bashing, la violence, etc. Mais quid de mes agents de police? Ils sont jetés en pâture. Ils sont jetés en pâture. Comment on fait pour ces gens-là qui, eux, sont des gens qui protègent et des gens qui eux-mêmes ne sont pas protégés? Et là, il n'y a pas de descente de flics pour il n'y a rien. Ils ont porté plainte ou pas? Parce que là, ils peuvent. Mais par contre, on a plus de 23 plaintes qui ont été déposées par mes agents pour toutes les violences qu'ils ont subies. J'ai un gentil vendeur de cigarettes, pour ne pas le nommer, qui a frappé notre chien. Il a eu des ITT, l'agent aussi. La plainte au QTF de son état, boxeur libyen. Il continue. Enfin, si vous voulez, vous pouvez aller lui acheter quelques cigarettes. Qui est à l'origine de la plainte? C'est le parquet, c'est le procureur? Je pense, oui, je pense. Parce que même ces éléments-là, vous ne les avez pas, quoi. Non. On vous a vraiment mis à l'écart, y compris de la base de l'histoire. Avec les autorités, bon, je suis en dehors des éléments, et puis et encore une fois, j'ai envie de faire confiance à la justice, que je vois déjà que le traitement déjà de nos 5 agents, il est plutôt le bon, parce que effectivement, moi je vous le dis aujourd'hui, ces agents, ils sont sous ma responsabilité. J'ai peur pour eux au quotidien. C'est pour ça que je les soutiens quoi qu'il advienne, et on verra en septembre. Après, je prendrai mes dispositions en fonction de ce qui sortira. Vous en connaissez certains? Mais je connais tous mes agents. Voilà, je connais tous les agents de ma ville. Plus ou moins, oui, ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Non, mais enfin, je veux dire, c'est une question de responsabilité. Quand on est maire, on est responsable des agents de sa commune. Donc, moi, chez moi, quand il n'y a pas eu de traitement de la délinquance pendant 30 ans, et qu'aujourd'hui, je ne veux pas que l'impunité s'installe de ces gens. Pour tout vous dire, vendredi dernier, puisque nous sommes lundi, je crois, j'ai déjà quelqu'un dans un état second d'alcoolisme qui arrive et qui dit, mais venez, frappez-moi, de toute façon, je fais ce que je veux. C'est quoi la suite? Comment je protège mes agents qui vont retourner sur la voie publique demain de ces gens qui, eux, finalement, se sentent complètement libres? C'est ça la crainte. C'est ça ma crainte aujourd'hui. On comprend qu'à votre prise de fonction, vous avez donné des consignes de fermeté, d'application de l'ordre et de la loi républicaine à vos agents. Est-ce que c'est pas aussi un peu contre vous que finalement que cette opération est menée indirectement? Il n'est pas question. Je fais confiance à la justice. Enfin, comme on sait que derrière, il y a quand même un parti politique qui voudrait discréditer les maires qui font confiance à leur confiance municipale. Est-ce que c'est pas l'occasion de dire que le système NIAM, c'est le flic municipal peut cogner, quoi, quelque part. Exactement, et qui est tout à fait actif en ce moment, comme c'est tout à fait curieux. On n'a jamais vu autant de témoignages de ces personnes qui... Aujourd'hui, ceux qu'on fâche, c'est tous ceux qui contreviennent à la loi, en réalité. Tous ceux qui se sont exprimés un peu partout en disant ils sont terribles. Moi, ma population, j'ai aucun doute. Comment ils réagissent d'ailleurs, vos administrés? C'est la réaction d'une famille qui m'a dit... Il y a un mouvement d'humeur. Non, mais ils m'ont dit, c'est un retour d'un échange dans une famille. On dit, mais ils veulent nous prendre notre mère. Non, ça n'a rien à voir. Ils ont quand même compris que vous êtes qu'un peu dans le collimateur quand même. Ils ont compris que leur sécurité, leur quotidien était en péril, parce que eux le disent. On reçoit des tas de messages de soutien pour la police. Alors il y aura un mouvement de solidarité. Est-ce qu'il peut même y avoir une forme de marche blanche en disant... on n'ira peut-être pas là parce qu'on a beaucoup de boulot par là, mais effectivement on va lancer effectivement. Déjà, moi je me dois d'informer les Villeneuvois de la réalité, parce que beaucoup de choses se disent. Je sais qu'ils sont très lucides sur la situation, parce que eux le disent d'eux-mêmes dans tout ce qui a pu être dit. Ils le disent, mais on vit mieux. Il y a des endroits de la ville qui leur étaient interdits. Aujourd'hui, ils me le disent. Et d'ailleurs, je voulais que je vous dise, je pense pas que j'aurais été élu face à 9 listes sur un territoire qui historiquement était ancré à gauche, à 53,51% des voix, sachant que j'ai essentiellement axé mon action sur l'autorité, le régalien et le retour de l'ordre de manière générale sur notre territoire, si ça ne convenait pas aux Villeneuvois. C'est ça le sujet. Vous êtes le témoignage d'une souffrance politique et citoyenne. Exactement. Qui vous ont fait confiance. Et surtout que ça fonctionne. Si on se saisit des sujets, ça fonctionne. Aujourd'hui, moi déjà, mes candidats de la France Insoumise, ils me disent il faut désarmer, il faut retirer les caméras, donc ils se sont tout de suite emparés, la France Insoumise locale, en disant vous avez bien dit, le policier municipal il est potentiellement dangereux, et quand on lui lâche la bride, il dépasse la loi et il se met à cogner. Exactement. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Et voilà, c'est tout à fait ça. Alors écoutez, on fait confiance à la justice, on fait confiance à l'administration, on espère que la République se montrera digne de sa mission, et que s'il y a eu faute, elle sera sanctionnée, et vous serez la première à demander la sanction, et que s'il n'y a pas eu faute,
faute, et bien que ces policiers municipaux soient réhabilités totalement. Ça vous décourage pas du tout dans votre initiative, ça? Jamais. Au contraire. Au contraire, ça me renforce. Oui, que je vous dis, j'ai la confiance de nos agents, j'ai la confiance de la population. On a des agents qui veulent venir encore, qui veulent assurer le travail au quotidien. Tant que mes familles me disent qu'on fait bien, qu'on est sur le bon chemin, on continue. Voilà, les familles, elles veulent des commerces qui fonctionnent, elles veulent des rues pacifiées, elles veulent pouvoir retrouver un territoire attractif, qu'on arrête de parler en nous de manière complexe. C'est pas pour tout de suite. On vous sent motivé, et déterminé. Quelles sont vos relations avec les communes limitrophes? Elles ont été peut-être confrontées au même problème, ou la coloration politique fait que y en a qui sont solidaires de votre action, pas toutes? Alors, le Val-de-Marne, c'est un territoire. On vient de récupérer le territoire. Vous saviez que nous étions très longtemps un territoire communiste et Georges Valbon, qui est resté pendant des années patron des charbonnages de France, oui, je connais bien, qui était un communiste républicain, voilà. Exactement. Mais ensuite, il y a des dérives tout à fait, de gauche qui sont pas forcément conformes aux intérêts de la République. Et là, le département le département a basculé il y a à peu près 5 ans. Et ça a commencé par nos villes, Villeneuve-le-Roi, Ablon, Valenton, Limeil-Brévannes, toutes ces villes qui étaient de coloration plutôt rouge initialement ont basculé petit à petit les unes après les autres. Et Villeneuve-Saint-Georges fait partie de ces villes qui ont également basculé. Donc il y a basculé ou revenu à d'autres considérations politiques que celles que exactement, tout à fait. Du coup, ces maires sont solidaires de votre désarroi actuel ou non? Bien sûr. J'en ai changé. Là, je sors pour tout vous dire de réunion où on avait une grande assemblée des maires et je suis contente voilà, ils s'inquiètent parce que c'est aussi un sujet sur l'ensemble des polices municipales. Parce que l'action intercommunale est très importante au niveau. C'est plus que nécessaire. Vous savez, les criminels, ils s'arrêtent pas à la frontière de nos villes. Ils ont d'ailleurs le policier municipal a droit de poursuite dans la commune d'à côté. Non, pas dans la poursuite de la commune d'à côté. Mais on est capable de travailler ensemble. Je veux dire, comme on a nos réseaux de caméras, on peut tout à fait s'appeler. Ça permet, quand il y a des réquisitions de la police nationale, quand il y a des plaintes, de pouvoir se saisir des caméras, filmer, voir ce qui a été filmé. Donc non, le travail partenarial est essentiel entre police municipale, entre territoires et entre maires, et entre services de l'État et services de la ville. C'est essentiel. On ne peut pas fonctionner sans ça. On va suivre cette affaire de très près. Christiane Niam, maire de Villeneuve-Saint-Georges, merci d'être venu témoigner. Vous nous tenez au courant, enfin on sera informé bien entendu. Et bon, on sent votre ferveur et votre détermination après cette épreuve. 11 policiers municipaux, dont 7 accusés de violence. Bon, on fait confiance à la justice, on verra ce qu'il en sortira. À très bientôt, merci d'être venu sur Sud Radio. Merci. Ne perdez pas courage, ce sont les mots du Saint-Père du pape Léon XIV adressés aux chrétiens du Sud-Liban. On en parle dans un petit instant, ils en ont bien besoin de courage en ce moment. On en parle dans un instant avec le directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard. Restez bien avec nous sur Sud Radio, à tout de suite. Midi 14h, la France dans tous ses états. Sud Radio. Ne perdez pas courage, c'est le message formulé par le pape Léon XIV aux chrétiens du Sud-Liban, dont les villages sont pilonnés par l'armée israélienne depuis plusieurs semaines, à tel point que les convois humanitaires ne peuvent plus y être acheminés. On en parle aujourd'hui avec le directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard. Bonjour. Bonjour Benjamin Blanchard, merci d'être à l'antenne. Bonjour Péricolégas. Merci d'être à l'antenne de Sud Radio. C'est un sujet qui me tourmente depuis ma jeunesse, parce que voilà, j'ai eu des témoignages de chrétiens d'Orient. J'ai eu des amis libanais, on dira un petit mot sur ce qu'ils sont. Il y a les orthodoxes grecs, il y a les melkites, et puis il y a évidemment l'obédience catholique, qui représentaient les valeurs du christianisme et de l'Occident libre dans ce territoire, et nous les avons abandonnés depuis longtemps. D'ailleurs, tous les responsables politiques français ont convenu qu'on avait abandonné les chrétiens d'Orient, et que si nous ne les avions pas abandonnés, peut-être que la situation au Proche-Orient serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Là, la tragédie libanaise fait qu'ils sont confrontés à une situation encore plus tragique, ou non, avec ce qui se passe en ce moment au Sud-Liban. Ah oui, tout à fait. La situation est absolument catastrophique. On voit des villages chrétiens qui sont les seuls à être encore habités, mais qui se retrouvent complètement isolés du reste du pays, qui se retrouvent pris sous les tirs. Il y a eu plusieurs morts. On avait, je crois, vous aviez abondamment parlé de ce prêtre qui avait été tué par un bombardement israélien, mais je pense aussi à un père et son fils qui étaient volontaires de la Croix-Rouge libanaise, qui ont été tués à bout portant par des soldats dans un char israélien.
et ensuite laissés au bord de la route pendant des heures avant que les secours puissent venir, mais c'était bien sûr trop tard. Et puis maintenant, il y a vraiment la phase d'occupation et on ne sait pas ce que ces villages vont devenir. Hier, le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense, Monsieur Katz, étaient au Liban. Donc c'est vraiment une manifestation de conquête et d'occupation. Si je comprends bien, le gouvernement israélien ne fait aucune distinction entre les Libanais qui pourraient être plus ou moins solidaires du Hezbollah et ces chrétiens qui, eux, ne le sont assurément pas. Où il peut y avoir quelquefois ambiguïté. Est-ce qu'il y a pu y avoir des chrétiens du Liban qui soient solidaires du Hezbollah? Parce que c'est un petit peu ce que dit la propagande israélienne. Pour ça qu'il faut se méfier de tout le monde. Alors, il y a des opinions politiques très divergentes au Liban, et y compris chez les chrétiens. La majorité des chrétiens est tout à fait opposée au Hezbollah. Et alors, encore plus, quand le Hezbollah a lancé ses roquettes sur Israël, déclenchant cette nouvelle guerre, là, tout le monde était contre le Hezbollah. Je dois dire que peut-être ça a un peu changé depuis, parce que la réponse israélienne est tellement disproportionnée que c'est en train de refaire basculer peut-être dans l'autre sens l'opinion publique libanaise. Et là, je parle dans l'ensemble. Et bien sûr, c'est catastrophique, puisque pour le Liban, ça serait bien sûr une bonne chose d'être débarrassé du Hezbollah, mais on a l'impression que autant il y avait une fenêtre de tir au début, si j'ose dire, mais ensuite avec cette réponse complètement démesurée, cette volonté d'occupation, cette déclaration d'occupation, ça provoque l'effet inverse. Et après, les villages qui ont été visés, franchement, il y a des villages qui sont réputés pour être 100% anti-Hezbollah, qui refusent d'accueillir toute personne, etc. C'est peut-être pas le cas de tous, mais je pense notamment au village de Rmesh, qui est un village très 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 engagé depuis toujours contre le Hezbollah. Alors j'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'il n'y a aucune distinction du côté israélien, ça serait peut-être de la propagande dans l'autre sens. Mais en tout cas, les chrétiens sont traités comme les autres Libanais, c'est-à-dire qu'ils sont sous les bombes et maintenant ils sont en train de vivre un début d'occupation. Benjamin Blanchard, qui sont-ils? Ce sont des Arabes du Liban, ce sont des gens qui ont toujours habité là, leur obédience chrétienne est ancienne, transmise de génération en génération. Ils ont toujours été considérés, on se souvient d'un Liban avec une espèce d'écuménisme, des communautés qui vivaient ensemble, avec le président qui était de telle religion, le Premier ministre et le Parlement mais tout le monde cohabitait de façon pacifique et harmonieuse. Depuis 75, c'est la guerre civile. Ce sont des citoyens libanais comme les autres. Ils vivent la vie, ils partagent le désarroi et la tragédie de ce peuple de façon entière, en plus d'être chrétiens, c'est-à-dire susceptibles d'être soupçonnés de favoritisme envers l'Occident par rapport aux enjeux du Proche-Orient. Exactement. Alors les chrétiens, comme les autres Libanais, sont vraiment des indigènes, des autochtones. Alors est-ce qu'ils sont arabes, phéniciens, etc. Je veux pas rentrer dans ce débat parce que évidemment souvent les Libanais se revendiquent on était là avant les Arabes, donc on est plus phéniciens. Mais j'imagine que une mosaïque très complexe, plus les Druzes, plus les voilà. Donc Mais j'imagine qu'avec les siècles passants, la génétique c'est un peu mélangé. Mais oui, ce sont des habitants d'origine du Liban, comme d'ailleurs les autres Libanais, les Druzes, les chiites, les sunnites, etc. Et en fait, les Libanais ne demandent qu'à vivre en paix. Et c'est vrai qu'il y avait cette milice du Hezbollah qui est un problème, qui est toujours un problème pour le Liban. Mais ce qui est certain, c'est que la réponse à apporter au Hezbollah et pour se débarrasser du Hezbollah, ce n'est sûrement pas de raser la moitié du Liban, ce n'est sûrement pas de faire 1,4 million de déplacés internes qui créent des problèmes, mais terrifiants pour l'avenir du pays. Et c'est sûrement pas de faire des centaines de morts, des milliers de blessés, etc. et d'occuper une partie du pays. Parce que au contraire, ça va renforcer la colère des gens, ce qui est parfaitement entendable. Vous estimez que l'indignation formelle des puissances occidentales, de l'Union européenne, j'allais dire du camp du monde libre, est à la hauteur de l'enjeu, ou vous trouvez que tout ça est d'une mièvrerie totale et que ça mériterait des déclarations ou des prises de position plus véhémentes? Alors déjà dans le monde dit libre, il y a différentes choses parce que les États-Unis, pour le coup, jusqu'à présent, appuient plus ou moins totalement Israël. Et puis on voit les propos assez, les publications complètement délirantes de Donald Trump. Aujourd'hui, il a quand même publié sur son réseau Truth Social une image faite par IA où il apparaît comme le Messie, comme Jésus en train de soigner le Proche-Orient, sans parler de ses leçons
au pape, où on a l'impression qu'il veut mettre le Vatican sous tutelle. Donc là, les États-Unis, il faut pas compter sur eux, je crois, pour appeler Israël à se calmer un petit peu. La France et les puissants, en tout cas en Europe, il y a des pays qui ont réagi très fortement, comme l'Espagne, et puis il y en a d'autres plus modérément, comme la France. Mais on sent que la France essaye d'avoir une position peut-être réaliste et entendable. Et en tout cas, là, j'avais entendu que le gouvernement français avait dit qu'ils allaient discuter de sanctions contre Israël au niveau européen. Je pense que ça, c'est assez important et je qualifierais pas cette réaction de mièvre. La déclaration du Saint-Père, évidemment, est à prendre en considération. L'Église catholique, vous allez me dire, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a pas de division comme demandait Staline. Est-ce qu'elle a pour autant usé de tous les moyens qu'elle pouvait pour essayer d'infléchir et d'atténuer le malheur qui frappe cette communauté chrétienne du Liban? Ou là aussi, peut-être que le pape est en Algérie aujourd'hui. Pouvez-vous penser qu'à un moment donné, il prendra une position plus claire là-dessus? Oh non, je crois que le pape a été très clair depuis le début. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'en prend plein la figure de la part de Donald Trump. Il est quand même allé au Liban. C'était son premier voyage apostolique. C'était pour le Liban avec la Turquie. C'était couplé les deux voyages. Et ça a été un très grand réconfort et un très grand succès. Je pense que la population entière libanaise était dans la rue. Et pas seulement les chrétiens. Il faut bien penser que au Liban, les musulmans, les chiites, les sunnites étaient aussi dans la rue pour accueillir le pape. Bien et ça a été vraiment vu comme un signe d'encouragement à persévérer malgré les épreuves que subit ce peuple et que subit ce pays. Donc non, je pense que le pape fait ce qu'il peut et je pense que sa voix dérange parce que si elle ne dérangeait pas et si ça ne servait à rien, je doute que le président américain se livrerait à de tels commentaires affligeants. C'est probable. Comment ces chrétiens d'Orient, cette communauté vit-elle cette situation? Elle se sent un peu abandonnée, un peu délaissée, ou elle a quand même conscience que, comme vous, comme votre engagement et SOS Chrétiens d'Orient, il y a quand même une partie des autorités morales et intellectuelles françaises qui se mobilisent quand même, plus la communauté libanaise en France, qui est une communauté importante et active. Est-ce qu'ils se sentent totalement abandonnés ou ils savent quand même qu'on pense à eux et qu'on essaie de faire en sorte d'améliorer leur sort? Oui, je crois qu'ils savent et ils voient qu'on pense à eux et qu'on les soutient. Et bien évidemment, ce n'est jamais assez parce que les besoins sont immenses. Mais je tiens vraiment à remercier les Français pour leur générosité depuis le début de cette nouvelle guerre. Nous avons fait une campagne d'appel de fonds pour mener les projets d'urgence que nous réalisons au Liban. Donc, c'est-à-dire des donations de nourriture, de produits d'hygiène, une infirmerie mobile avec des médecins dans le sud, des livraisons vraiment à des déplacés, aux familles qui sont restées, etc. Et vraiment, je remercie les milliers de Français qui ont participé à cette campagne de solidarité, de charité concrète, parce que vraiment, ça a permis de lever beaucoup de fonds. Et bien sûr, s'il y en a d'autres qui se joignent à la campagne, ça sera encore mieux parce que les besoins sont immenses. Et vraiment, je le répète, c'est indispensable pour que ces gens puissent rester sur leur terre, puissent rester dans leur pays, parce que sinon, au bout d'un moment, il n'y aura plus qu'une seule solution, c'est de partir. Et je crois que ce n'est ce que personne ne souhaite. C'est une initiative à laquelle nous sommes évidemment sensibles sur Sud Radio. Et voilà, ce média reste à votre écoute, Benjamin Blanchard. Merci d'avoir témoigné, bien entendu. Merci, Perico Légas. On suit ça de très près. Et vous êtes le bienvenu si vous avez envie de vous exprimer sur ce sujet qui nous tient tous à cœur. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. Vous restez avec nous. Nous allons élever un petit peu le débat, non pas qu'il ait été en mauvaise position, mais sur le plan philosophique, je vais recevoir Jean-Jacques Bedu. Jean-Jacques Bedu a écrit l'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance. On va disserter pendant 1 heure, et puis nos auditeurs appelleront bien sûr, tel qu'on en a convenu dans cette nouvelle formule. On va discuter sur le fait, est-ce que la métaphysique prime à la physique? Est-ce que le réel et le virtuel? Est-ce que les croyances anciennes qui autrefois étaient
été représenté par la métaphysique, par l'ésotérisme. Aujourd'hui, c'est plutôt de la fake news. Voilà, on va débattre de cette évolution du spiritualisme dans notre monde et dans l'Occident en particulier, mais dans le monde entier, avec Jean-Jacques Bedu. Vous restez à notre écoute, bien sûr que ça vous concerne, et vous nous appelez dès que vous le voulez pour donner votre avis et partager avec nous, écoutez, les considérations que nous aurons sur les origines de l'Antiquité tardive jusqu'à aujourd'hui, où en est la croyance. Est-ce que croire est plus important que savoir? C'est un sujet d'actualité et ça touche aussi les journalistes. Emmanuel Galasso attend votre appel au 0826 303 100. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, la France dans tous ses états. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Bonjour, vous êtes bien sur Sud Radio en ce lundi 13 avril 2026. Vous voyez, je suis avec quelqu'un qui remonte dans le temps. Je voyage moi-même dans les siècles, il est 13h05. Je reçois alors, dans cette actualité brutale, pourtant assez constante dans le cumul des mauvaises nouvelles, des aberrations et des folies de ce monde, nous allons avoir 50 minutes d'échange qui vont, je disais, relever le niveau. On a le respect pour l'actualité, quelle qu'elle soit. Mais là, on va peut-être comprendre un petit peu ce qui se passe, la folie qui gagne notre monde, peut-être parce qu'il y a eu des confusions qui se font aujourd'hui entre ce qui relève de la pensée pure et puis du constat qui devient idéologique. Je reçois Jean-Jacques Bedu, qui a écrit, parmi d'autres ouvrages très, très intéressants, l'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance. C'est un premier tome. Je suppose, des origines à l'Antiquité tardive. Il y aura 4 tomes, je crois. 3 tomes, et le dernier sera de la Renaissance au monde du grand siècle à l'intelligence. Comment résumer? Alors, la somme, c'est 700 pages. Je vous indique que c'est une lecture de vacances, vous ne le lirez pas dans un week-end, ou alors, prenez-le en feuilleton. De toutes les manières, c'est tellement dense, il y a tellement d'informations, il y a tellement de connaissances. Je vais dire en toute modestie, c'est à la fois une encyclopédie et une petite Bible, parce qu'elle balaye toute l'histoire de la pensée de l'humanité en général, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, comment on s'y est pris. Jean-Jacques Bedu, je vous donne la parole tout de suite. Je pose le débat de la façon dont vous le définissez vous-même. On préfère croire que savoir. La croyance préexisterait à la connaissance. Est-ce que le métaphysique préexisterait à la physique? Alors ça, c'est en fait une construction de notre cerveau, en réalité. Donc, je l'explique dans le livre. On a une très grande appétence pour le mystère, déjà. On aime bien ça. On aime, oui. Il faut à tout prix qu'on soit en quête de sens. Et en fait, comme l'a écrit le grand psychologue et prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, il définit 2 systèmes à notre cerveau. Un système 1 qui est l'esprit de protection, en fait, très rapide, extrêmement intuitif. Vous imaginez, à l'époque du temps de l'âge de pierre, on entendait un bruit dans un forêt, il n'était pas question de se mettre à réfléchir, ça pouvait être un prédateur. Donc ça, c'est le système 1 de notre cerveau. Et c'est le système qui, aujourd'hui, nous guide toujours. Et puis on a un système 2 qui est un système très réfléchi, que le cerveau n'aime d'ailleurs absolument pas activer, parce qu'il est un peu paresseux, il nous joue des tours, et ce système 2, c'est la raison. Et la raison, hélas, dans ce siècle, nous sommes dans un siècle de rapidité, où, comme disait René Char, l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Nous sommes dans le siècle de l'insignifiant, pas question d'activer le système 2. Donc c'est pour ça que nous avons cette propension de croire avant de savoir. On ne cherche pas à savoir. Et pourtant, l'enjeu est très fort. Le système 1, c'est ça, c'est rapidité intuitif. Tout à fait. Voilà. Et le deuxième, c'est la lenteur et l'exigence. Voilà. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Où est la raison dans les deux? Elle est un peu dans les deux, mais c'est pas la même. Si on a la chance de l'avoir dans le système 1, c'est parfait, mais elle est généralement plutôt dans le système 2. C'est une dualité en fait philosophique. Elle est commune à tous les êtres humains ou à toutes les civilisations ou à tous ceux qui essaient de comprendre le monde. Notre cerveau, et ça les scientifiques l'ont démontré, n'a guère bougé depuis 200 000 ou 300 000 ans. C'est-à-dire que vous prenez un bébé sapiens de 200 000 ans, vous le ramenez aujourd'hui, il saura faire exactement la même chose que nous. Vous lui apprenez à servir d'une tablette, il servira d'une tablette. Peut-être il sera demain professeur, pilote de chasse. Par contre, il aura peut-être des facultés que nous avons perdues. Il aura une ouïe qui sera meilleure, il aura une vue qui sera meilleure, vue nocturne, il aura peut-être une vue périphérique qui sera meilleure, et il aura une façon de se diriger dans l'espace et une mémoire peut-être meilleure par rapport à nous. On a peut-être perdu certaines choses, on en a gagné d'autres.
Donc on n'est pas plus intelligent, on est peut-être plus informé, on a plus de connaissances, mais intellectuellement parlant, le cortex de l'être humain n'est pas... Il n'y a pas de signes cognitifs qui se sont créés Non, on a plutôt perdu. On a déjà perdu paradoxalement avec l'écriture. Et c'est ce que Platon nous dit dans un dialogue qui est extraordinaire, parce que donc le dieu Thoth, qui est l'inventeur de l'écriture, amène donc au roi Thammuz son invention, et le roi Thammuz lui dit: mais là, ce que tu m'amènes, c'est bien, mais c'est le poison et le remède. C'est le remède pour la mémoire, mais c'est le poison parce que ce qui est écrit, c'est l'illusion du savoir. Et en fait, Platon, 2400 ans avant, il pressent ce que vont être les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'illusion du savoir. Et il pressent ce que veut dire l'intelligence artificielle. L'écriture est une première intelligence artificielle, quelque part. Oui. Et là, on va plus loin, c'est-à-dire qu'elle est totalement artificielle. Au moins, celle-là est naturelle, cette écriture. Alors, mais le fait de consigner par une écriture altère, j'allais dire, la connaissance ou la réflexion. Altère surtout l'art de la mémoire que nous avons perdu. Et la transmission orale, c'était extrêmement important. Tous les mythes ont été transmis et ont été très bien transmis par l'oralité. C'est ce que nous avons perdu. On a perdu aussi, peut-être aussi également, à l'invention de l'imprimerie. L'index, la table des matières, nous a fait aussi perdre la mémoire. Le dernier représentant de l'art de la mémoire que personnellement je vénère, c'est Giordano Bruno. C'était un personnage extraordinaire. Alors il n'a pas été brûlé à cause de ça, il était brûlé parce qu'il professait l'héliocentrisme, mais c'était le dernier grand représentant de l'art de la mémoire. Et puis après, évidemment, nous avons eu le fameux smartphone qui a fini par nous détruire notre mémoire. Contrairement peut-être à beaucoup, moi j'ai foi en l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir... c'est un outil extraordinaire de vérification, à condition de bien savoir s'en servir. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Tout progrès peut apporter du bienfait à l'humanité pour qu'il soit maîtrisé avec raison. Voilà, ça a été le cas du couteau. À partager. Voilà, on a inventé le couteau, c'était très bien pour dépecer des proies, mais aussi pour tuer ses congénères. Jean-Jacques Bedu, même sur le plan scolaire, on voit bien les progrès. On se souvient quand le ministre Claude Allègre a dit l'arrivée de l'écran, ça va être la révolution de l'intelligence à l'école. Bilan absolument catastrophique. On a des cerveaux lobotomisés. Il y a des écrivains qui se sont penchés là-dessus. Ça veut dire que toute forme de progrès, y compris de progrès intellectuel, n'est pas forcément le progrès de la sagesse ou du savoir vivre ensemble. Il était là, on peut le constater, inversement proportionnel. Toutes les études démontrent que chaque décennie, on perd en QI. Mais je crois qu'en fait, on perd surtout en attention. J'ai lu une étude assez hallucinante, il y a quelque temps, d'étudiants en cinéma aux États-Unis. Donc, ça va être leur futur métier. Ils sont absolument incapables de regarder un film en entier sans prendre leur smartphone. Mais ça, c'est incroyable. Donc ça veut dire que nous perdons complètement notre attention. Celui demain qui dominera, c'est celui qui saura conserver son attention. Et ça, c'est l'enjeu de demain, l'attention. Jean-Jacques Bedu, vous avez des élèves et les témoignages des enseignants, c'est des dizaines de milliers d'enseignants dans le monde qui vous disent, aujourd'hui, surtout dans les pays développés, au bout d'une page ou deux, l'élève décroche. C'est fini. Il ne peut pas suivre. Dans certains articles, les patrons de presse font des articles courts parce que ça décroche au bout de 40, 50 lignes, c'est terminé. Vous faites partie de la génération avec moi, nous apprenions par cœur nos récitations. Il y avait d'autres, il y avait tellement de choses que l'on faisait, mais en tout cas, j'allais dire, le devoir de mémoire au sens pédagogique du terme était important. Et quand on voit le président Pompidou qui citait des versets entiers de la poésie et d'autres, même François Mitterrand, vous voyez, notre élite politique était cultivée. Aujourd'hui, ils sont pas capables de réciter, ne serait-ce que le mode d'emploi de la poêle Tefal. Plus aujourd'hui, cette mécanisation, cette digitalisation de l'enseignement, vous allez pas me dire quand même que depuis l'imprimerie de Gutenberg, l'effet pervers s'est aussi appliqué à notre connaissance, à l'enseignement. C'est-à-dire que depuis l'imprimerie, on n'a pas su maîtriser le phénomène que pour faire des progrès de l'esprit. Ça a pu être utilisé aussi pour faire régresser l'esprit. Oui, vous l'avez souligné, nous faisons partie de la même génération. Je crois qu'on pourrait, si on fait un petit effort, réciter quelques vers du Cid par cœur. On pourrait... moi, je me souviens, en quatrième, j'ai étudié l'Assommoir de Zola. On n'étudie plus, c'est plus possible aujourd'hui. On n'apprend plus rien par cœur. Et ça, c'est dommage, parce que c'est le par cœur. C'est grâce au par cœur que l'on peut effectivement
accéder à certains niveaux de connaissances. Le cortex a besoin d'exercice lui aussi pour démultiplier ses facultés, et plus on fait travailler la mémoire, plus le cerveau nous raconte des choses intelligentes. Je reçois Jean-Jacques Bedu, auteur de l'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance. Est-ce que croire est plus facile que savoir, ou plus important? Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Jacques Bedu. Alors évidemment, la thématique est très large. On va inévitablement aborder le phénomène des nouvelles croyances que sont les fakes. Est-ce que c'est de la croyance ou de l'ignorance? Et l'on pourra échanger sur ce premier tome des origines à l'Antiquité tardive. On ne pourra pas tout traiter parce que c'est une véritable encyclopédie. J'ai parlé d'une livre, mais on pourra en tout cas approcher ces thématiques qui nous concernent de très près aujourd'hui, à l'heure où l'intelligence artificielle nous promet un monde meilleur, en tout cas différent. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Jean-Jacques Bedu, auteur d'une somme, philosophique, mais en même temps qui raconte notre histoire et peut-être qui annonce un peu notre avenir. L'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance aux éditions du Cerf. Ce premier tome va des origines à l'Antiquité tardive. Je vous recevrai, Jean-Jacques Bedu, pour les autres tomes à venir. Avec plaisir. Le fil conducteur de cet ouvrage et de notre débat, c'est la nuance entre croyance et connaissance, croyance et savoir. C'est plus facile de croire et c'est le premier réflexe d'un cerveau humain, c'est la croyance. Et puis ensuite, on vérifie. On était en train de discuter à l'instant, justement, Jean-Jacques Bedu. Toutes les croyances, d'où qu'elles viennent, telles qu'elles ont été engendrées, ont toujours abouti à une forme de vérification, savoir est-ce que cette croyance correspond à une réalité. Ou on n'en a pas besoin, on reste sur le mythe. Mais est-ce qu'on peut vivre de mythes? Est-ce qu'une civilisation ne peut s'appuyer que sur des mythes où, à un moment donné, on est obligé de faire du constat dans le réel? Je crois que la vraie question, est-ce qu'on peut vivre sans mystère? Moi, je crois qu'une vie sans mystère serait absolument atroce. Vous voulez dire qu'un rationalisme total, c'est tel que le marxisme a pu le concevoir, non, par exemple, tout n'est que matière. Non. On a besoin de mystère. Rêver. On a besoin de rêver. On a besoin aussi de chercher du sens. L'essentiel, en fait, dans la vie, c'est le chemin, c'est pas le but, c'est de chercher. Voilà. Alors, le sacré a été inventé. La notion de sacré a été inventée quand? Vous dites que c'est avant les pyramides, et vous citez l'énigme de Göbekli Tepe. Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans mes recherches de plus fascinant. Parce que voilà un peuple de chasseurs-cueilleurs qui ne connaît pas la roue, qui ne connaît pas le fer, qui ne connaît pas... Où se trouve-t-il, géographiquement? Anatolie. C'est en Anatolie. Donc l'actuelle Turquie. Absolument. Donc c'est un chasseur-cueilleur. Ils sont nomades. Voilà. Ils ne pratiquent pas l'agriculture, et voilà qu'ils vont ériger des cercles concentriques, et au sein de ces cercles concentriques, des piliers en T sculptés d'animaux fantastiques, ou des animaux qu'ils côtoient, qui font plusieurs tonnes. Dont on a les traces. On a les traces, et on n'a pas fini d'avoir les traces. À peu près, les chercheurs pensent qu'il va falloir un siècle pour tout dégager. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces piliers sont orientés selon un triangle équilatéral parfait. Qu'est-ce que c'est? Donc il y a une connaissance, au moins géométrique et scientifique, sur la disposition de ces triangles. Il y a une incroyable connaissance. Qu'est-ce que ça modifie? Ça modifie complètement notre rapport au sacré. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait d'abord l'agriculture, ensuite la cité, ensuite après le temple. Eh bien non, le temple, le sacré, arrive en premier. Et donc c'est quelque part ce qui va nous mouvoir, c'est ce sacré. Ces dispositions, elles correspondent à des configurations astrales. Quels sont les codes qui inspirent Göbekli Tepe pour faire cette construction? C'est un temple? C'est un endroit de prière? Oui, c'est du totémisme. Voilà, vous dites que c'est le premier temple de l'humanité? Vous supposez que c'est... Sauf si l'on considère que l'art pariétal en est un. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire la main sur le... Voilà, à la fois les mains négatives et les représentations donc des animaux, qui sont certainement le passage du visible vers l'invisible. Donc ça veut nous dire quelque chose. Hein. Donc quand l'homme s'enfonce dans la caverne, donc c'est l'inverse de Platon là. C'est tout à très fait différent. Symbolique, très symbolique. L'homme s'enfonce dans la caverne, une caverne qui est dans un silence absolument minéral, qui est dépourvue d'oxygène. Donc on pense qu'il y a eu une transe à cette époque-là. Ce sont peut-être les premiers chamans et qui ont voulu nous dire quelque chose. Voilà.
Et il y a une deuxième théorie qui est très intéressante, dont je parle dans mon livre, qui est celle de Loïc Lequelec, qui est la caverne originelle. C'est le tout premier mythe de l'humanité. Et ce mythe de l'humanité, on le voit avec le voyage de Sapiens. Vous savez que Sapiens part d'Afrique en moins 70 000, va irriguer tous les continents. Et voilà ce mythe de la caverne qui va entrer dans toutes les civilisations. Alors qu'est-ce qu'il veut dire en deux mots ? En deux mots, c'est-à-dire que les animaux et les hommes vivaient en parfaite harmonie dans les entrailles de la terre. Et puis un animal malicieux, faut toujours un animal malicieux, oui. Ça va être soit le corbeau, soit le renard, va incliner les hommes et les animaux à se rapprocher de la surface, de la lumière, et à partir de là, d'obtenir la connaissance, mais hélas, leur état d'être mortel. Voilà quel est le premier mythe de l'humanité. Quel est dans l'évolution de l'espèce humaine, est-ce qu'il y a un stade où, à un moment donné, le singe va commencer à vénérer un instant, un objet, un endroit ? Est-ce que le sens du culte a pu aussi accompagner la constitution de l'humanité ? Sapiens se dresse, il a son cerveau. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, on peut considérer que le premier réflexe, la première humanité, bien sûr, moi je dis toujours, c'était la goutte de lait, ça c'est l'acte de vie. Est-ce que le premier acte, symbole humain, c'est de croire en quelque chose. Ne serait-ce qu'un astre, ne serait-ce qu'un paysage, ne serait-ce qu'une source d'alimentation. Je pense que le premier acte, c'est quand il a enterré les morts. Moins 100 000. On est dans la nécrologie plutôt. Voilà. Oui. Ah oui, on est chercher un sens à la vie à travers la mort. Donc dans un temple également. Voilà. Le cimetière. Être initié, c'est mourir, disait Platon. Être initié, c'est mourir. Eh bien, ça résume bien, j'allais dire, la destinée de l'humanité. Les mégalithes dans le monde, vous en parlez, tous les sites mégalithiques, je pense à Stonehenge en Grande-Bretagne, il y en a des centaines et des milliers, ils ont tous une symbolique différente où vous trouvez, on peut dire qu'il y a un point commun, il y a une lecture commune du mystère de la vie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se forment à peu près au même moment, un petit peu partout. Bon, Stonehenge est un petit peu plus tardif par rapport à Karnak, par exemple. Mais si on prend l'exemple de Stonehenge, il y a aussi dans notre cerveau ce qu'on appelle le biais de proportionnalité. C'est qu'on ne peut pas imaginer qu'un peuple de bergers, de paysans aient pu ériger Stonehenge. Or, qu'est-ce que c'est Stonehenge ? La pierre d'autel, c'est 80 tonnes. On va aller la chercher en Écosse. Toutes les pierres qui entourent, et qui sont des pierres en dolérite, ce qu'on appelait les pierres bleues, sont tirées d'une carrière à 240 km. C'est incroyable. Et notre cerveau ne peut pas accepter ça en disant c'est pas possible, ils n'ont pas pu le faire, ils n'étaient pas assez intelligents, c'est forcément des extraterrestres. Eh ben non, ce sont les hommes qui ont fait ça. Vous parlez de mythes et de maladies du langage. Pourquoi vous dites qu'il y a des mythes qui peuvent être des maladies du langage ? Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que la maladie du langage, c'est prendre le mythe ad litteram. Or, c'est pas sa fonction. Donc, derrière la face visible des choses se cache souvent l'invisible face. Et c'est ce qu'il faut rechercher. C'est un petit peu l'histoire du sage qui montre la lune et du fou qui regarde le doigt. Il ne faut pas prendre le mythe pour argent comptant. Et c'est ce que Max Muller, justement, appelait la maladie du langage. Et c'est pour ça qu'on va aller rechercher l'Atlantide, alors que Platon n'a simplement écrit une fable. Pas une fable, mais un mythe, tout simplement. Les civilisations perdues, aujourd'hui on commence à les énumérer, on parlait des Étrusques éventuellement. Vous pensez qu'elles étaient détentrices de savoir et de connaissances qui ont définitivement disparu, ou il peut toujours en rester quelque chose, où il peut y avoir des savoirs disparus avec les flammes? Je parlais de la bibliothèque de Bagdad ou d'Alexandrie. Est-ce qu'il y avait des connaissances à cet endroit-là, aujourd'hui, auxquelles on n'aura plus jamais accès? C'est vraisemblable. Par exemple, les mystères d'Éleusis. On ne sait strictement rien sur les mystères d'Éleusis, parce que c'est peut-être la seule société secrète dans le monde, d'ailleurs. Ils n'ont jamais rien dit. Et pourtant, chaque année, au printemps, vous aviez 2000 pèlerins qui partaient d'Athènes à Éleusis. On ne savait pas ce qui se passait dans le Télestérion. Donc, ils ont eu certainement peut-être des expériences de vie après la mort. On ne sait pas du tout. Mais il y a certainement, oui, quelques savoirs perdus. Mais on va les retrouver. La bibliothèque d'Alexandrie n'a pas brûlé, en fait. Elle a été lentement abandonnée. Ah bon? Non, elle n'a pas brûlé. Elle n'a pas brûlé. Elle a été pillée en partie. Et petit à petit, elle a été abandonnée. Elle a pourri parce que les supports étaient des papyrus. Donc les papyrus, par essence, c'est extrêmement fragile. Et puis on l'a abandonnée petit à petit. Et d'ailleurs, c'est une symbolique intéressante parce que elle est à notre image. On est en train d'abandonner le savoir comme on a abandonné la bibliothèque d'Alexandrie. Est-ce qu'aujourd'hui, la construction philosophique, telle qu'elle est établie, ne serait-ce que à l'université,
est-ce qu'elle suit les mêmes codes que l'époque? C'est toujours une question. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Est-ce que l'interrogation est la même depuis les millénaires, même si les réponses sont pas les mêmes? Est-ce que c'est la première préoccupation de l'être humain? Donc, la croyance est une chose. Cette croyance, on aime bien qu'elle aboutisse à un résultat. Est-ce qu'elle révèle quelque chose de définitif? Je crois que le résultat, nous le saurons après le grand passage. En tout cas, il faut essayer d'y parvenir. Voilà. Mais l'enseignement académique ne nous y amène pas forcément. La philosophie, oui. La philosophie est de plus en plus menacée. Regardez aux États-Unis, les sciences humaines sont menacées. Elles sont menacées un petit peu partout. Et ça, c'est dangereux. Vous savez, à l'éducation nationale française, la lecture qui disparaît et les auteurs qui ne sont pas enseignés, les anciens professeurs vous disent c'est une calamité. De tout temps, il y a eu, alors à l'époque, ils avaient des statuts sociaux et j'allais dire et des statuts moraux, les oracles et les scribes. Ils sont porteurs de ces croyances et ensuite de ces connaissances, puisque finalement, ce sont les mêmes êtres humains qui sont responsables des croyances et qui ensuite apportent la connaissance. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des oracles et des scribes dans notre époque? Alors le problème, c'est que ces oracles et ces scribes n'avaient pas le droit de délivrer leur enseignement à des profanes. Pardonnez-moi cette expression. Donc, le sacré était réservé à une population, à une élite. Et les cultes à mystère, d'ailleurs, en font partie. Donc il fallait payer. Que ça soit chez Pythagore, que ça soit dans les mythes d'Éleusis, donc tous les cultes à mystère. Il y a déjà une présélection. Il y a une sélection, mais par contre, les esclaves étaient admis, les femmes aussi, sauf dans le culte de Mitra, et les esclaves étaient admis, le maître payé, et on pouvait accéder à un certain savoir moyennant finance. Vous voyez, déjà à l'époque, on savait, on avait des ancêtres des sociétés initiatiques modernes. Et voilà. On a connu des esclaves qui se sont émancipés parce qu'ils avaient accès à la connaissance, justement. Oui. Et ensuite, ils étaient affranchis ou libérés. Tout à fait. Oui. Ou en tout cas intégrés. Je reçois Jean-Jacques Bedu, l'Odyssée du savoir. Comment comment la pensée de l'humanité a évolué, les premières croyances à nos certitudes d'aujourd'hui, et on voit bien la fracture, j'allais dire violente, qu'il y a entre croire et savoir, la croyance et la connaissance. Et Jean-Jacques Bedu nous démontre qu'aujourd'hui, cette dualité existe toujours. Elle porte d'autres noms, elle est exprimée en d'autres termes, mais que cet enjeu reste un enjeu de quotidienneté permanente. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le débat, évidemment, porte sur ces nuances qui sont assez philosophiques. Mais, comme le dit Jean-Jacques Bedu, aujourd'hui, la fake news fait partie des nouvelles croyances qu'il faut savoir maîtriser, ou en tout cas dont il faut savoir se méfier. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je vous disais, Emmanuel Galasso attend votre appel. Et si vous avez une interrogation ou si vous avez envie d'échanger avec Jean-Jacques Bedu, n'hésitez pas. À tout de suite sur Sud Radio. État, Perico Légas. L'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance. C'est un débat qui est totalement d'actualité. Et pourtant, Jean-Jacques Bedu fait remonter cette dualité à la nuit des temps, dès que l'être humain s'est mis à penser. Hors antenne, Jean-Jacques Bedu, vous me disiez, Pythagore est le vrai père de la philosophie. Vous ne niez pas l'existence des autres, de Platon, de Socrate, enfin de tous les grands... mais vous dites que Pythagore, lui, il a quoi? Il a établi le système qui permet de philosopher. C'est une équation, c'est une structure mentale. Tout à fait. Son école de Crotone est incroyable à l'époque. Donc pareil, il admet les femmes, les esclaves, lui gratuitement par contre. Il demande à pratiquer le jeûne. Les apprentis doivent se taire pendant 3 ans. Pour entrer dans ça, c'est quand même bien. Essayer de faire taire les hommes politiques aujourd'hui, ça leur ferait du bien. Et donc il invente quelque part les premières sociétés secrètes avec un enseignement exotérique. Exotérique, c'est-à-dire destiné à chacun, et un enseignement ésotérique, destiné à ceux qui ont les capacités de l'entendre. Et il n'est pas du tout le père du fameux calcul qu'on lui attribue? Non, le théorème de Pythagore est connu à Babylone, presque, je crois, 1000 ans avant lui, tout comme le calcul intégral. Les Babyloniens étaient très, très, très avancés. Peut-être l'a-t-il appliqué de façon plus concrète lui-même dans sa pensée. Qu'est-ce que Pythagore, la question facile, qu'est-ce que Pythagore penserait de l'intelligence artificielle? Il s'en inquiéterait ou pas forcément? Je pense qu'il adorerait. Non. Je pense qu'il adorerait et que ça lui permettrait d'aller encore plus loin dans les nombres et l'harmonie du cosmos.
Je vous pose la question parce qu'on m'avait dit hors antenne, non, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle, vous l'avez dit tout à l'heure. Allez un peu plus loin, et moi je vous disais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il peut y avoir une conscience qui fasse que l'intelligence artificielle devienne un outil de progrès, de partage et d'amélioration du savoir. Je suis convaincu qu'elle sera un outil de progrès parce qu'elle est un outil de vérification absolument exceptionnel. Donc moi j'ai passé certains mythes à l'intelligence artificielle parce qu'on sait que l'intelligence artificielle se nourrit de tout ce qu'il peut y avoir de pire sur le web et de meilleur. Donc vous l'avez testé, si je comprends bien. Je l'ai testé, j'ai demandé à 4 intelligences artificielles de me démontrer absolument que l'Atlantide existait. Et là, surprise, même Grok, l'intelligence d'Elon Musk, qui est quand même connu pour être un adepte des fake news, eh ben elle a répondu correctement. Et c'est celle-ci que je suis allé pousser au maximum. Eh ben non, elle a absolument refusé. Donc quelque part, il y a un espoir. Il y a un espoir si l'on s'en sert bien, à condition que on ne délègue pas notre pensée à l'intelligence artificielle. C'est une romance issue de l'esprit un jour. Voilà, non, c'est un mythe qui n'a jamais, l'Atlantide n'a jamais existé. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et ça, c'est très encourageant. Mais faut-il bien s'en servir, l'intelligence artificielle? Ça veut dire qu'il ne faut pas déléguer notre pensée à l'intelligence artificielle. Aucune vous a dit, c'est une cité qui existe à tel endroit de l'Atlantique qui a été détruite par un raz-de-marée. Voilà. Aucune. Là, du coup, elle a rationalisé. Absolument. Elle est pas tombée dans le mythe. Jean-Jacques Bedy, nous avons Johan qui nous appelle de Malmort. Bonjour Johan. Bonjour Perico, bonjour Jean-Jacques. Est-ce qu'il fait chaud dans le Vaucluse aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Non, il pleut, c'est vraiment pas agréable. Donc vous êtes du coup, c'est pour ça que vous êtes dans la méditation. Voilà, exactement. Est-ce que l'échange que j'ai avec Jean-Jacques Bedy depuis quelques minutes vous inspire? Oui, c'est inspirant. J'ai un petit peu moins foi en lui sur l'intelligence artificielle, mais c'est intéressant. On en est tous là, je vous rassure. Non, là j'avais potentiellement une question parce que vous avez raison. Il faut. Alors, moi, je travaille dans le digital, donc je connais un petit peu l'intelligence artificielle. Mais ma question porte plus sur la capacité que l'on peut avoir. Vous avez dit tout à l'heure de ne pas déléguer notre pensée à l'intelligence artificielle, sur quoi je suis complètement en phase. Maintenant, ma question porte à savoir sur est-ce qu'on a aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement apprendre peut-être une nouvelle génération qui, elle, sont nées avec l'IA, sont nées avec les nouveaux outils digitaux, avec tout ce qui nous entoure aujourd'hui et ce qui va arriver demain, pour justement former leur pensée dans une société où tout n'est finalement plus qu'image, rapidité, où il faut aller vite, où il faut scroller. Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait être efficace pour pouvoir entraîner notre pensée vers une pensée peut-être plus profonde? C'est effectivement une très bonne question. C'est-à-dire que pour former, il faut être capable de s'en servir soi-même. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes de notre génération ne se l'approprient pas suffisamment. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est pas pour nous, mais c'est pas vrai. On doit absolument se l'approprier pour pouvoir à la fois former nos jeunes et les mettre en garde. Ça, c'est primordial. D'autant qu'on a d'autant plus intérêt à se former que nous risquons de perdre nos emplois à cause de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est réel, c'est factuel. Oui, est-ce que, et pour compléter ce que vous demande Jordan, est-ce que l'Odyssée du savoir continue aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle est interrompue? Elle va continuer, bien sûr. Alors, elle ne sera pas écrite par l'intelligence artificielle. On ne sait pas tout, ça c'est clair. Voilà, elle ne sera pas écrite. Par contre, ce qu'elle permet, c'est de vérifier. Et ça c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait énormément de vérifications grâce à l'intelligence artificielle, sur des éditions originales, sur beaucoup de choses, et elle m'a beaucoup aidé. Johan, vous intéressez un peu à la philosophie ou non? Vous êtes dans le digital? Oui. Non, je reste attaché quand même à certaines valeurs humaines, à notre façon de penser, parce que pour justement éviter que d'autres puissent penser à ma place, que ce soit machines ou d'autres humains. Oui. C'est justement le danger. C'est le danger. Le danger, je trouve qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Alors à l'ère du digital ou même sans, d'arriver à avoir une pensée rationnelle dans un monde où on a de plus en plus d'infos qui vont très très vite et surtout d'infos qu'on n'a pas forcément le temps de vérifier. Est-ce qu'on a, Jean-Jacques Bedy, encore les moyens? Est-ce que notre culture, notre science, notre système éducatif nous donne encore les moyens de rêver comme on en avait à l'époque?
est-ce que le fait d'être gavé de certitudes, de normes, de marques, d'informations, en permanence, tout le temps, laisse un peu de temps au rêve, où nos esprits sont totalement formatés par du constat à court terme? Je tourne nos smartphones à la poubelle. Voilà, là on apprendra à rêver, oui. Vous considérez que cette technologisation de la pensée, puisque ça pense à notre place, peut avoir des conséquences dramatiques si on ne s'en émancipe pas à temps? Nous allons effectivement vers une atrophie cognitive totale. C'est aussi effectivement à la fois le poison, le remède de l'intelligence artificielle. On va avoir une dette cognitive. Donc le danger, il est là. C'est-à-dire qu'elle deviendra par nature plus forte, elle? Nous aurons régressé, nos cortex auront régressé, alors qu'elle n'aura cessé de s'améliorer. Elle est déjà plus forte, parce qu'elle sait plus de choses que nous. Mais par contre, il ne faut pas que nous raisonnions grâce à elle. C'est surtout pas. Le risque, c'est quoi? C'est que par paresse, on se repose, la machine fait le travail. La paresse, c'est la pire des choses qui nous guettent. Donc le rêve reste aujourd'hui un élément de liberté, d'évasion et d'émancipation. Primordial. Parce qu'elle pourra jamais le faire. On a besoin de rêver. Voilà. On a besoin de mystère, on a besoin de rêver, en faisant attention à qui nous distille le mystère. Et lorsque vous avez demandé à l'IA ce qu'était l'Atlantide, elle aurait pu rêver. Et elle n'a pas rêvé parce qu'elle n'avait pas cette capacité. Non. Ça, c'est plutôt rassurant. Oui. Les fake news aujourd'hui, ce sont ces nouvelles. Est-ce qu'il y a la mythologie? On a inventé des dieux. Alors en plus avec des outils très sophistiqués. L'IA peut être au service de la fake news, évidemment, sans qu'elle aille jusqu'au rêve. Est-ce que cette barbarie nouvelle est la conséquence du fait que notre système éducatif ne nous porte plus à rêver, puisque nous ne consultons plus les grands récits, on ne voit même la poésie, la philosophie, on voit bien qu'aujourd'hui on est sur une rationalisation du système scolaire. Est-ce que le fait de ne plus rêver peut altérer notre capacité à nous cultiver? De toute façon, elle altère incontestablement nos capacités cognitives. Nos croyances. Vous voulez dire le cerveau régresse là? Tout à fait. Je pense que le cerveau régresse, oui. Vous m'inquiétez parce que j'ai été très ami du professeur Jean-Didier Vincent, qui était un spécialiste du cerveau, qui nous a quittés il y a quelque temps. Et je lui demandais si les mœurs alimentaires de la modernité, est-ce que très indirectement la malbouffe, mais le progrès en général et ce consumérisme à tout va, pouvaient avoir une incidence sur l'intelligence humaine. Il m'a dit, mais je ne peux pas l'écrire aujourd'hui, mais il dit, mes travaux me portent à croire inévitablement que le cortex, les systèmes cognitifs de l'humanité, avec ce consumérisme à outrance, où finalement la machine, la facilité, le sucre remplace le besoin de réfléchir, est en train de faire une régression de l'humanité. Il me dit, on va vers la barbarie par un consumérisme qui atrophie les capacités du cerveau à inventer des choses. Notre malbouffe actuellement entraîne la malbouffe intellectuelle, c'est évident. Et surtout le sucre est un tueur. Et d'ailleurs, le sucre, hélas, nous l'activons parce que notre système 2, voilà un des dangers du système 2, c'est qu'à un moment donné, on va tellement réfléchir que le sucre va être complètement, le glucose va être absorbé par notre cerveau, et la première chose que nous dit notre cerveau, à un moment donné, une fois qu'on aura bien pris la tête, j'ai faim, on se passe vite vers le frigo, et voilà. Donc, c'est une illusion. Cette émotion du sucre est un plaisir, qui est le plaisir de l'enfance, finalement, il rassure, il console, et finalement, nous empêche de rêver, parce qu'on est satisfait facilement. C'est un véritable tueur, oui. Et un inhibiteur. Donc, tout acte de consommation facile, cet accès immédiat, le tout de suite, finalement atténue la capacité de rêver. On n'a pas besoin de rêver puisqu'on a tout de suite. Je ne pense pas que nos anciens et les plus grands philosophes consommaient du sucre, pas du tout. Ils n'en avaient pas besoin. C'était au contraire un produit très rare et réservé à l'élite. Et même le sel était un produit très rare. Ça veut dire que la façon de rendre la saveur exhaustive, de révéler la saveur, était quelque part un travail que l'on épargnait au cerveau et qui facilitait. À l'époque, on était obligé d'imaginer le goût que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, on l'a tout de suite et de façon artificielle. Le jeûne serait très important. Pourquoi ? Parce que le jeûne, ne pas manger... Le jeûne fait partie aujourd'hui d'un processus qui vous permet déjà de vous régénérer et intellectuellement de pouvoir justement avoir une vision beaucoup plus claire. Rien de tel... C'est ce que disait Hermann Hesse d'ailleurs. Rien de tel pour savoir ce qui est bon que de s'en priver de temps en temps. Non seulement sur l'alimentaire, mais sur le reste. Je reçois Jean-Jacques Bedu, auteur de l'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance.
Donc on va en discuter. Est-ce qu'il y a des fausses croyances? Est-ce qu'il y a des fausses sagesses et des vraies croyances? Aux éditions du CERF, des origines de l'Antiquité à l'Antiquité tardive. Et Jean-Jacques Bedu, nous démontre que croyance et connaissance, il n'y a pas de bonne connaissance, il n'y a pas de vraie croyance au départ. À tout de suite sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. 2026 et je disserte avec un auteur. Je ne sais pas comment le qualifier. Parce que cet homme est un puits de science. Bien sûr, il y a de la philosophie, il y a de l'histoire, il y a beaucoup de pédagogie, il y a de l'humanisme aussi. Et je n'ose pas dire que Jean-Jacques Bedu nous révèle aujourd'hui les raisons de l'évolution de l'humanité. Pourquoi, depuis les cavernes jusqu'à aujourd'hui, la thématique a toujours été la même. Il n'y a pas de réalité appréciable si on n'a pas un petit peu la possibilité de rêver. Et nous disions en antenne à l'instant avec Jean-Jacques Bedu que le matérialisme auquel nous sommes confrontés, le fait qu'il n'y ait aucune privation, qu'on puisse accéder à tout le temps, évidemment influe sur notre cerveau qui devient paresseux, et comme il devient paresseux, il imagine moins, et quand on imagine moins, on rêve moins, on est moins heureux. Des Atlantides, il y en a encore aujourd'hui, Jean-Jacques Bedu. Oui. Elles sont plus celles que... Oui, alors il faut se méfier quand même du mythe de l'Atlantide. Ça peut paraître assez insignifiant comme ça, mais à partir du 19e siècle, ça va être une théorie raciste et racialiste. Pourquoi? Parce que c'est imaginé, et d'ailleurs c'est ce que Graham Hancock nous démontre dans son émission Ancienne Apocalypse, c'est quand même 100 millions de vues sur Netflix, et ça a été considéré par The Guardian comme l'émission la plus dangereuse de Netflix. Donc derrière ça, il y a l'hypothèse qu'une... On rappelle ce que c'est la civilisation mère qui a été engloutie, avec une mise en scène prodigieuse. Et puis une race blanche supérieure qui nous aurait tout appris, c'est-à-dire qu'il nous aura appris Göbekli Tepe, les pyramides, etc., etc. C'est-à-dire que nous étions trop bêtes pour faire ça nous-mêmes. Merci Netflix. Voilà. Mais ça date pas de Netflix. Il y en a d'autres qui nous, donc qui nous l'ont distillé auparavant. C'est une idéologie extrêmement dangereuse et particulièrement récupérée aux États-Unis dans les milieux suprémacistes. Blanc et raciste. Voilà ce qu'on nous enseigne. Donc il faut se méfier. Alors c'est pas parce qu'on croit à l'Atlantide qu'on est raciste, mais faisons attention quand même derrière ce qui peut se cacher. Et les Américains, il y en a 60% qui croient dans les extraterrestres et l'Atlantide. Et de plus en plus chez les jeunes, vous avez aujourd'hui, je crois, une statistique qui est assez étonnante. Vous avez 70% des jeunes qui croient à une théorie occultiste. Bien sûr. Et la théorie du complot. Ça, c'est très dangereux. Il faut leur sortir ça de l'esprit. Et là, c'est pas un mythe. Là, c'est du factuel. Voilà. Et on parlait d'instruction tout à l'heure. Demandez à des jeunes Anglais qui est Churchill, vous allez avoir des surprises. Et demandez à des jeunes Allemands ce qu'est le NSDAP. J'ai demandé l'autre jour à une entité censée être connaissante, ce qu'était Marcel Pagnol, et on ne sait pas qui c'était. Et l'Atlantide, je pense que Trump serait très intéressé s'il peut la construire lui-même. Alors, l'Atlantide, figurez-vous que ça nous parle beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce que une île, une île qui est au-delà des colonnes d'Hercule. Ça pourrait être l'Amérique. Voilà. Donc après Gibraltar. Après Gibraltar, qui va disparaître à cause de son hubris, c'est-à-dire de son orgueil absolu, ce que détestaient les Athéniens. Voilà. Et l'Atlantide va attaquer tous les peuples méditerranéens. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est curieux. L'orgueil absolu. Et l'esprit de domination et de puissance. Voilà, c'est ça l'Atlantide. En parallèle avec Sodome et Gomorrhe également, qui vont être détruites par la colère. Souhaitons que ça ne soit pas détruit en l'espace d'une journée et d'une nuit, mais quand même, on est vraiment dans un... Nous avons Christian qui nous appelle de l'île sur la Sorgue, que je connais bien, qui n'est pas l'Atlantide, mais qui est quand même une cité provençale, qui permet de rêver. Fort belle cité. Très fort belle cité avec cette rivière, la Sorgue, qui traverse le village. Bonjour Christian. Bonjour, avec les Sorgues, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a qu'une, bien sûr. Alors, rappelez-nous les deux noms. Il y a la Sorgue de Velleron, je crois. Il y en a des tas, la Sorgue des Moulins, la Sorgue, je les connais même pas toutes d'ailleurs. Et tout cela conflue du côté de l'île et fait des paysages merveilleux avec des fruits et des produits du terroir qui sont sublimes. Christian, je voulais rebondir, moi, sur que vous inspire notre échange avec Jean-Jacques Bedu. Oui. Avec le consumérisme, et là, justement, on est dans une société du vide. Alors, le but du jeu maintenant des nouvelles générations, vous créez des cerveaux vides. Surtout, ne pas les remplir à l'école. Et après, vous y mettez ce que vous voulez. Effectivement, l'envie de sucre, les vidéos TikTok, les jeunes, ils ont besoin de se remplir. Ils se remplissent avec n'importe quoi. Les mythes de l'Atlantide, pourquoi pas. Donc, on est dans une société du vide. Donc, c'est le vide qui permet tout cet accès.
Bon, votre interlocuteur mériterait plus d'une heure, ça c'est clair. Ah ben, il aborde de nombreux sujets intéressants. Il pourrait venir tous les jours faire un feuilleton, mais ça c'est une autre affaire. Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Par exemple, voix ésotérique contre voix exotérique, ça c'est fondamental sur les spiritualités. Mais la société du vide actuelle, elle est très intéressante. Si vous prenez les filles, c'est une secte. Vous avez le gourou, les messages. Si vous sortez de la ligne, vous êtes excommunié. C'est intéressant. C'est une religion. Il y a même des inquisitions, vous voyez, qui vous avez des inquisiteurs, bien sûr. Donc c'est intéressant, votre interlocuteur peut rebondir sur énormément de sujets pour analyser la société. Voilà, je voulais juste mentionner cette notion de la société du vide que l'on remplit, qu'il faut remplir à tout prix. Évidemment, il faut le remplir en achetant des produits, parce que ça vous remplit le vide, mais ça ne le remplit pas en fait, il est toujours là. Il faut le remplir par des religions, par plein de choses, par tout ce qu'on veut, c'est intéressant. Donc j'aime bien votre interlocuteur, c'est vraiment son discours est vraiment fondamental en fait. Docteur Bedu, comment remplir le vide par quelque chose qui porte espoir et non pas par des matières éphémères? Par le livre. Par la lecture. Oui. Reprenons un livre. Reprenons les livres. Relisons nos classiques, tout déjà simplement. Rien que ça. Ça suffit. Même l'école se porterait mieux. Oui, bien sûr. Osons devenir qui nous sommes, disait André Gide. Alors, est-ce que nos élites, je soupçonne qu'elles le savent et qu'elles n'osent pas, de peur de quoi? De contrarier, j'allais dire, les pulsions de masse, que la facilité finalement, pas les circonstances, on en revient là, des jeux. Nos élites ont tout intérêt à nous atrophier notre cerveau aujourd'hui. Hein. Ça c'est clair. Hein. Voilà. Tais-toi et mange, oui. Ne pense pas. Surtout ne pas penser. Donc voilà, vous avez aujourd'hui... Penser est devenu trop dangereux aujourd'hui. Donc faut par contre laisser libre accès à une consommation qui est apaisante, réjouissante, qui nous fait penser à autre chose. Surtout s'il y a un clavier avec un écran, c'est encore plus facile. Voilà. C'est une des missions de l'humanité, ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a espoir que le mythe constructeur, le mythe rédempteur reprenne le dessus? Est-ce qu'on a le droit de rêver? Est-ce qu'il peut y avoir des croyances, puisque aujourd'hui on n'est que dans la connaissance absolue, elle s'achète, elle se paye, elle peut être même artificielle. Est-ce que ça c'est la connaissance? Est-ce qu'on peut espérer un jour que notre humanité sera mue par des croyances qui nous enrichissent, qui nous élèvent, qui nous rassemblent et qui nous permettent de nous aimer? J'en reviens à l'intelligence artificielle. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a vu d'ailleurs une expérience assez étonnante. Alors, il faut être très prudent, hein, parce que visiblement, il y aurait eu des interactions humaines d'intelligence artificielle qui ont échangé entre elles sans prétendument aucune interaction. Or, elles auraient créé une religion. C'est étonnant. Première chose que ferait une intelligence artificielle, si ce que vous dites s'avérait exact, elle a créé une croyance. Elle a créé une croyance, elle a créé une religion. Ça, c'est incroyable. Religion, ça veut dire relier, religarer, bien sûr, et aussi relire. Ah oui, là vous parlez d'un phénomène qui est un phénomène scientifique et qui corroborerait ce que vous avez expliqué. Sur le sacré. Voilà, c'est que donc le premier acte, en fait donc l'humanisme est d'abord une croyance. Oui. Et non pas une connaissance. Même si une croyance seule ne suffit pas à guider une civilisation, si je comprends bien, il n'y a pas de bonne connaissance qui n'ait été définie par une croyance ou portée par une croyance. Moi, ce que je voudrais dire, c'est essayons plutôt de réenchanter le réel, tout simplement. La réalité est parfois bien plus belle que la fiction et toutes ces fictions qu'on nous sert à travers l'ésotérisme et qu'on sort. Non, réenchantons ce réel. Dans le monde dans lequel on vit, est-ce qu'un simple voyage, le fait de traverser, je dis toujours à mes enfants, quand ils traversent les ponts de Paris, ils le font de façon un peu... Ils ne le font plus aujourd'hui de façon innocente. Regardez ce paysage. Alors, tout le monde n'habite pas Paris, je conviens, mais je suis sûr que dans chaque endroit du monde, il y a toujours un lever de soleil ou un coucher de soleil qui peut vous inspirer du rêve et vous apporter du bonheur, même si vous êtes dans la souffrance. Et puis marchons, soyons des péripatéticiens, marchons. Philosophons en marchant. Péripatéticien, celui qui réfléchit en marchant. Voilà. C'est un très beau programme, pourvu que le monde devienne un immense trottoir où on pourra continuer à rêver, à s'aimer et à construire cette humanité tout en consommant des choses raisonnables et bonnes. Mais on peut aussi rêver, on peut aussi avoir des mythes avec un verre qui est bien rempli, une assiette garnie.
de choses qui nous font du bien. Je pense que la religion est dans tout. Oui. Le principal, c'est de savoir partager le bonheur qui nous est. C'est ce que faisait Dionysos. C'est ce que faisait Dionysos. Voilà. Hommage à Dionysos pour conclusion. Parmi d'autres qu'on aurait pu avoir à la lecture de l'Odyssée du savoir, les vraies sagesses et les fausses croyances. Bon, le débat est éternel, ne sera pas conclu aujourd'hui, mais Jean-Jacques Bedu, vous reviendrez sur cette antenne pour poursuivre, parce qu'il y a d'autres thèmes, là, d'autres tomes, là, c'est des origines à l'Antiquité tardive, il y aura 2 autres tomes avant d'arriver à l'époque d'aujourd'hui. Merci d'avoir été sur Sud Radio. Je rappelle, le titre, l'Odyssée du savoir aux éditions du Cerf. Vous pouvez l'emporter. Je pense que même si on lit quelques pages par jour, puisque vous suggérez la lecture. Et vous n'êtes pas obligé de suivre chapitre par chapitre, vous pouvez picorer, hein. On peut papillonner, on peut butiner, où qu'on se pose, on tombe sur une fleur qui vous apporte du bonheur, de l'intelligence et de la connaissance. Je vous dis à demain pour une France dans tous ses états. Et là, je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye qui va nous parler de l'Odyssée de l'amour sur un autre thème.